Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne podcast de France Invest, le rendez-vous du capital investissement. Tous les mois, nous vous proposons analyse, vision et retour d'expérience pour décrypter et comprendre comment le capital investissement construit l'économie de demain. Parce que l'avenir est capital et qu'investir, c'est le construire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la démocratisation du capital investissement auprès d'une clientèle retail. Historiquement réservée aux investisseurs institutionnels et aux grandes structures financières, le capital investissement s'ouvre progressivement à une base plus large d'épargnants et d'investisseurs retail, aidés notamment par l'évolution du cadre réglementaire. Une ouverture qui s'inscrit dans un effort plus large de mobilisation de l'épargne longue vers le financement des PME et des ETI en France et en Europe. Mais cette croissance se heurte à des défis importants, pédagogie des épargnants, adaptation des gérants ou encore encadrement réglementaire. Pour décrypter les grands enjeux de la démocratisation du capital investissement, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Cousseran. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va, prêt à nous décrypter le capital investissement à destination d'une clientèle retail ? Je vais essayer, il y a pas mal de pédagogie à faire, comme tu le disais. Alors, tu es administrateur de France Invest, tu es managing partner chez Apax by 72, et c'est vrai qu'on a besoin de comprendre un peu ce qui se passe sur ce segment retail au sein du capital investissement. Si on regarde les chiffres en 2024, parce qu'on n'a pas encore ceux de 2025, les actifs sous gestion des fonds retail ont dépassé les 10 milliards d'euros en France. C'est une progression de plus de 36% sur un an. La collecte, elle aussi, a progressé sur la même année de près de 30%. Alors, j'imagine que comme c'est nouveau, ça explique aussi que la progression soit aussi importante. Mais qu'est-ce qui se passe, Guillaume, du côté de ces investisseurs retail et de leur appétence vis-à-vis du capital investissement quand on voit que de 2023 à 2024, on arrive à collecter plus de 30% en plus ? Alors déjà, comme tu le disais, on part de zéro, puisque pour des raisons réglementaires essentiellement... Pendant très longtemps, l'industrie du capital investissement ne pouvait faire appel qu'aux investisseurs dits professionnels, donc des institutionnels, des banques, des grandes compagnies en tout Bien cas, sûr, et oui. pas à la clientèle privée. Donc ça a changé progressivement jusqu'à essentiellement la loi Pacte il y a 5-6 ans, qui nous a permis de proposer des produits à cette clientèle privée, non professionnelle. Et donc voilà, il y a une forte croissance parce qu'on part de très bas, mais aussi parce que le capital investissement, c'est nouveau, donc ça amène de la diversification dans l'épargne des ménages. Ça a quand même des qualités intrinsèques, une performance qui peut être attractive, une volatilité plus faible que la bourse. C'est particulièrement bien adapté à l'épargne longue, pour la retraite, l'assurance vie, etc. Donc tout ça fait que ça monte en puissance de manière assez impressionnante aujourd'hui, mais en partant une fois de plus de pas grand-chose. 2019, tout commence avec la loi Pacte. Enfin, il y avait eu la loi Macron avant, mais c'est vraiment la loi Pacte qui a lancé. On a eu la loi Industrie Verte également récemment, qui là pour le coup impose même dans des contrats d'assurance vie ou de PER d'avoir une partie dédiée au capital investissement. Pourquoi est-ce que la réglementation évolue sur les sujets ? Pourquoi est-ce qu'on va chercher à flécher l'épargne des ménages vers le non-coté aujourd'hui ? Alors déjà, il faut faire attention, on parle de capital investissement, on devrait plutôt dire non coté aujourd'hui pour ces produits, parce qu'il y a du capital investissement au sens pur, je dirais, où on investit en fonds propres dans des sociétés non cotées, on a de l'infrastructure, on a de la dette privée, et après on a du secondaire, du fonds de fonds, du primaire, bref, tout ça est très diversifié. Et si on revient un peu en arrière sur le pourquoi... le capital investissement dans l'épargne des ménages. Je pense que si on regarde l'économie française de manière historique, elle a quand même un problème structurel depuis l'après-guerre, c'est qu'on manque de capitaux. On n'a en particulier pas de fonds de pension pour avoir une masse d'épargne investie dans l'économie, en particulier en actions dans les entreprises, contrairement aux pays anglo-saxons ou aux pays nordiques. Donc pendant très longtemps, l'économie française a été financée par les familles dans une certaine mesure avec les boîtes familiales, par l'État, par les banques. L'État aujourd'hui a des ressources très limitées, les banques ont des contraintes réglementaires de plus en plus lourdes. Donc pour financer tous les enjeux de la transformation de l'économie française, il faut plus de capital. Et une manière de trouver du capital, c'est de flécher l'épargne des Français qui est très abondante. On parle de 6 000 milliards d'euros d'épargne financière des ménages en France, donc c'est énormément d'argent. Et en plus conservé généralement plutôt sur des contrats d'assurance vie. Voilà, sans risque, bons du trésor, obligataires, un peu de bourse, mais pas du tout dans le non-coté, donc dans les ETI et dans les PME françaises. Et ça, c'était une faiblesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, on a dû aller chercher de l'argent à l'étranger, parce qu'il n'y avait pas assez de capitaux en France.
Alors qu'on a conscience qu'il y a ces capitaux, simplement il faut réussir à les flécher vers l'économie dite réelle ou en tout cas du quotidien. Exactement, alors partiellement, il ne s'agit pas, même avec la loi Industrie verte qui est un peu plus contraignante, de prendre des risques et de mettre tout en non coté. Ce sont quelques pourcents de l'épargne des ménages qui idéalement devraient financer les PME et les ETI françaises. Et alors la première étape, ça a été de faire en sorte que le monde du non-coté puisse s'ouvrir à ces investisseurs retail. Et la deuxième étape, c'est de leur faire comprendre pourquoi il y a un intérêt pour eux d'aller vers le non-coté, c'est bien ça ? Voilà, alors sachant qu'on est quand même dans de la distribution intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser en direct à 60 millions de Français. En général, on parle, nous, gérants de non-coté, à des distributeurs, des banques privées, des banques de réseau, des conseillers en gestion de patrimoine, qui, à leur tour, vont proposer et distribuer ces produits auprès de leurs clients privés. Donc il y a plusieurs populations. Déjà, il fallait convaincre nos propres membres de la profession sur l'intérêt de proposer des produits à la clientèle privée. D'accord. Comment on fait, parce qu'on est dans un monde un peu nouveau avec une réglementation différente, des circuits de distribution différents. Et ça, c'était pas évident, parce que tu viens de nous mentionner le fait qu'effectivement, il y avait besoin de capitaux et qu'il y avait ces capitaux, effectivement, auprès des ménages français. C'était pas évident de convaincre la profession et de leur dire, allez, on va vers potentiellement des investisseurs retail qui peuvent accompagner la croissance du capital investissement ou du non-coté en France. Je pense que tout le monde a vu le potentiel. Le problème, c'était de savoir comment on faisait. On a des typologies de fonds qui sont beaucoup plus réglementées, beaucoup plus surveillées par l'AMF. En général, on parle de fonds agréés et non plus de fonds professionnels déclarés. Bien sûr. On est dans des circuits de distribution qu'on ne connaît pas dans le monde institutionnel. Dans le monde institutionnel, vous traitez en direct avec vos clients ou vous passez par des agents de placement pour simplifier. Là, il faut comprendre comment fonctionnent les enveloppes d'épargne, déjà l'assurance vie, l'épargne retraite, les PER. Il faut comprendre comment fonctionnent les distributeurs, banques privées, banques de réseau, une fois de plus, conseillers en gestion de patrimoine, plateformes, maintenant digitales. Tout ça, c'était un monde nouveau pour nous. Bien sûr, tous ceux qui vont recommander quelque part ensuite l'investissement en non-coté auprès de leurs clients. Exactement, et donc on a fait beaucoup d'éducation aussi au niveau de France Invest. On a notamment publié un rapport en 2022 pour expliquer à nos membres comment on fait, quels sont les circuits de distribution, quelles sont les réglementations, quelles sont les contraintes de nos partenaires aussi, parce qu'il faut comprendre quelles sont les contraintes des assureurs vie si on veut faire référencer un produit en unité de compte, sinon on n'y arrivera pas. D'accord. Voilà, donc il y avait beaucoup de travail d'analyse, de pédagogie, de pas mal de gens pour arriver à faire décoller cette démocratisation. Avant de parler des investisseurs retail en tant que tel, un mot quand même des gérants. Qu'est-ce que ça change quand on est gérant et qu'on décide d'aller en tout cas vers des produits à destination du grand public? Parce qu'on a beaucoup parlé à un moment, par exemple, des enjeux de liquidité. On est sur le temps long, on investit sur 5, 10, 15 ans. Est-ce que là, quand on se dit qu'on va distribuer un fonds dans un contrat d'assurance vie, il faut changer sa manière d'investir, ou en tout cas sa manière d'appréhender le non-coté? Alors, investir, je ne pense pas. Pour le moment, on a plutôt vu des acteurs du monde institutionnel se lancer dans la démocratisation et proposer des produits qui fonctionnent sur un modèle de co-investissement. C'est-à-dire que ces nouveaux fonds retail, comme on les appelle, vont co-investir avec les fonds institutionnels dans les mêmes transactions, les mêmes sociétés, les mêmes conditions. C'est aussi une garantie de qualité, puisque si c'est bon pour nos institutionnels, c'est aussi bon pour la clientèle privée, on a la même qualité de portefeuille. D'accord. Donc pour le moment, ça ne change pas vraiment la manière de travailler et d'investir. Par contre, ça change beaucoup de choses au niveau de la structuration des fonds. Il y a effectivement, comme tu le disais, le problème de la liquidité. Historiquement, pour les institutionnels, on faisait des fonds fermés de 10 ans en moyenne, sans liquidité, compliqués à gérer, engagement, puis appel de fonds progressifs, puis distribution. Tout ça, c'est trop complexe pour la clientèle privée et même pour l'assurance vie ou l'épargne retraite. On a dû créer des fonds avec une certaine liquidité, une liquidité partielle, les fameux fonds perpétuels ou evergreen, qui sont beaucoup plus simples en termes de fonctionnement. On rentre, on souscrit 100% en cash, on veut sortir, on demande un rachat 100% en cash. Il n'y a pas d'appel de fonds, il n'y a pas de distribution. Il y a un peu de liquidité. Alors, on n'en aura jamais à 100% parce que le sous-jacent est illiquide. Bien sûr. Mais on a une liquidité partielle dans ces produits avec des fenêtres de liquidité. Et puis, mais ces fonds-là, ils se gèrent de manière très différente. Donc, opérationnellement, il faut apprendre à gérer ces fonds-là. C'est un nouveau métier ? C'est un peu différent, mais après, ça reste quand même de la structuration et de la gestion de fonds.
Il faut apprendre à appréhender la réglementation qui n'est pas la même, notamment l'AMF en France qui est notre régulateur, mais il y a d'autres régulateurs européens qui peuvent être concernés. Et puis, il faut apprendre à travailler avec cette nouvelle forme de distribution dans la clientèle privée qu'on appelle le monde du wealth aujourd'hui. Pour wealth management. Voilà, avec un écosystème complètement différent de partenaires, que ce soit ceux qui vont référencer les fonds ou ceux qui vont les distribuer. Comment on travaille avec Il faut communiquer aussi de manière un peu plus pédagogique. On ne peut pas utiliser le même jargon anglo-saxon, les mêmes termes techniques, parce que voilà, on n'en est qu'au tout début, il y a beaucoup de pédagogie à faire, il faut être un peu plus pédagogue. Comment on travaille avec justement ces distributeurs nouveaux, ces interlocuteurs nouveaux, quand on voit que parfois on peut lire dans la presse qu'il faut faire attention parce que le private equity à destination du retail, c'est très risqué et qu'on ne le dit pas assez. Comment est-ce qu'on discute ? En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la presse, on en parlait avant l'émission et je sais que ça t'exaspère un petit peu. C'est pour ça que je te lance sur le sujet. Comment on travaille avec ces interlocuteurs-là ? Je pense que tout ça vient déjà un peu d'une certaine forme de jalousie. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès, mais parce qu'on partait de zéro une fois de plus. Certains ont pu avoir peur qu'on leur prenne des parts de marché dans la distribution de produits financiers. Et puis, il y avait des craintes qui étaient liées aussi à la méconnaissance de nos métiers, de notre industrie. Il faut dire quand même plusieurs choses. Déjà, une fois de plus, la plupart des acteurs qui se sont lancés viennent du monde institutionnel. Ce sont des maisons qui existent depuis très longtemps, qui ont fait leurs preuves, qui sont des gens sérieux avec des process. Ensuite, on est quand même très encadré. Il y a une réglementation extrêmement contraignante en Europe et en France. On est surveillé de très près par l'AMF, qui, cela dit en passant, n'hésite pas à sanctionner quand elle considère que les gens ne travaillent pas bien. Donc, on est très surveillé. Ensuite, il y a du choix. Donc, les gens peuvent sélectionner les gérants en fonction des sous-jacents qu'ils veulent, de la qualité du gérant, du track record aussi historique, évidemment, puisqu'on commence à avoir un peu de recul dans ces produits. Et si on regarde en fait quand même les statistiques, puisqu'on a maintenant 5-6 ans de recul, il n'y a pas eu de casse. Donc il faut quand même aussi rappeler les fondamentaux de nos métiers. On crée des fonds qui sont déjà diversifiés, ça limite les risques. On crée des fonds qui sont moins volatiles que la bourse, puisque c'est un des avantages du non-coté, c'est qu'il n'y a pas la volatilité quotidienne, voire même à la seconde des marchés boursiers. Mais après, il faut aussi être prudent dans la manière dont on commercialise, rappeler qu'on investit dans des produits où il y a un risque de perte en capital, il y a un risque d'illiquidité parce que les sous-jacents par définition sont illiquides, donc il faut bien expliquer que c'est pour de l'épargne longue, que chez nous, il ne faut pas venir pour spéculer pendant 3 mois, ça ne sert à rien, ce n'est pas là où on fera de bonnes affaires, et que c'est une classe d'actifs qui est intéressante en termes de diversification, mais que dans la gestion patrimoniale, la règle numéro 1, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il faut un peu de non-coté, mais pas forcément que ça. C'est effectivement la règle qui vaut pour tout type d'investissement. Je reviens sur ma question, comment est-ce qu'on discute avec ces distributeurs, avec ces conseillers en gestion de patrimoine ou ces acteurs de la banque privée ? Évidemment, déjà, on fait beaucoup de pédagogie. Avant même de parler de nos propres fonds, il faut expliquer nos métiers, en quoi on est différent des autres, quels sont les avantages, les inconvénients, quelle est la stratégie qu'on porte et en quoi elle est différenciante par rapport aux autres produits, au-delà même des qualités intrinsèques du non-coté dans une allocation patrimoniale. Et puis ensuite, une fois qu'on a des gens qui comprennent à peu près bien ce qu'on fait, on fait un exercice commercial classique où on essaye d'expliquer pourquoi on a un bon produit, dans quelle poche d'épargne il fait du sens, et puis on essaye de convaincre des distributeurs de travailler avec nous et de parler de nous en bien. Voilà. L'ouverture à une clientèle retail. Oui. Et toujours avec une communication adaptée à la clientèle à qui on parle. Évidemment, avec les institutionnels, on est extrêmement technique, on va très loin dans les détails, dans les chiffres, dans le jargon. Avec les distributeurs, peut-être un peu moins, surtout s'ils ne connaissent pas bien nos métiers. Et si on parle en direct à la clientèle privée, là, il faut être très pédagogue et être très pédagogique pour que les gens comprennent bien en quoi ça consiste. Tu l'as prononcé plusieurs fois, le terme communication. J'ai l'impression qu'il y a un vrai sujet de dire il faut qu'on communique différemment, qu'on apprenne à communiquer sur notre métier, faire de la pédagogie sur notre métier différemment quand on s'adresse à une clientèle retail. Déjà, il faut être très, très prudent sur les risques dans la clientèle privée. Il faut montrer les avantages, mais aussi les risques. Je le disais tout à l'heure, risque de perte en capital, risque d'illiquidité, risque d'endettement quand on a des stratégies leveragées.
Donc ça, il faut faire très attention. Et puis, il faut bien utiliser des mots qui vont être compris par la personne à qui on parle. Donc, c'est sûr que si on n'utilise que des acronymes ou des jargons anglo-saxons, la clientèle privée en France, parfois, est un peu perdue. Donc, il faut s'assurer qu'elle est comprise. Voilà, exactement. Un mot peut-être à destination de tous ceux toutes celles et ceux chez France Invest qui nous écoutent. Est-ce que l'ouverture à une clientèle retail est forcément un axe de développement, le futur des fonds de capital investissement ou même plus largement de non-cotés aujourd'hui, que ce soit en entreprise, en infrastructure ou sur l'obligataire? Pour moi, c'est un axe de diversification. La clientèle institutionnelle classique ou historique du private equity, elle va perdurer. Il y a peut-être aussi une forme de désintermédiation, parce que l'argent, il vient quand même toujours à la fin de la journée des gens, dans toutes les économies. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'auparavant, on parlait peut-être à des gens qui étaient une forme d'intermédiaire, des fonds de pension dans les pays anglo-saxons, des asset managers ailleurs, je ne sais pas, des caisses de retraite. Aujourd'hui, on parle au client final, entre guillemets, dans la démocratisation. Mais c'est un axe de développement et de diversification de notre base d'investisseurs qui est très intéressante, à condition de savoir comment l'appréhender, mais qui ne va pas remplacer la clientèle institutionnelle. Aujourd'hui, à mon avis, la clientèle institutionnelle doit représenter encore, grosso modo, 90% des actifs qu'on gère. Donc, ça vient compléter, diversifier, ce qui est très bien. La diversification, c'est aussi une forme de pérennisation pour nous aussi, société de gestion. Quand on parle de clientèle retail, on parle d'une personne qui investit 100 euros ou on est quand même sur des tickets un peu plus conséquents et on va quand même chercher des gens qui ont un minimum de connaissance des sujets d'investissement. Ça dépend ce qu'on leur propose. D'accord. Tout existe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a à peu près tout qui est disponible sur le marché. Vous avez évidemment les fonds professionnels destinés plutôt à la clientèle institutionnelle, compagnies d'assurance, banques, fonds de pension, etc. Vous avez ce qu'on appelle les fonds nourriciers, pour simplifier, en général éligibles à partir de 100 000 euros, qui sont destinés plutôt à la clientèle fortunée, qui est quand même sophistiquée, qui a une bonne éducation financière. En France, on appelle ça la clientèle avertie. Tout ça est très régulé. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le retail. C'est plutôt pour des tickets inférieurs à 100 000 euros. Et vous avez aujourd'hui des produits dans lesquels on peut commencer à investir à partir de 100 000 euros. Donc c'est extrêmement accessible. Je rebondis sur un deuxième mot que tu as mentionné régulièrement, c'est régulation, AMF. Ça veut dire qu'il faut adapter aussi cette manière de fonctionner si jamais on veut demain aller vers une clientèle retail, c'est prendre beaucoup plus en compte le côté régulation et les échanges qu'on peut avoir avec l'autorité des marchés financiers. Je dirais pas beaucoup plus parce que même la partie institutionnelle classique, elle est très, très régulée et l'AMF contrôle également ce qui s'y passe. Mais je pense qu'il y a quand même une attention très particulière des régulateurs, notamment parce qu'on est au début de la démocratisation, donc il faut que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'incident de marché, de risque systémique, pour que ça se passe bien aussi parmi la clientèle privée. Donc le corpus réglementaire, il est à peu près le même s'il y a des différences évidemment en fonction de la clientèle à qui on s'adresse et des types de fonds qu'on lance. Mais il y a, je dirais, une attention particulière aujourd'hui des régulateurs, pas que l'AMF, au niveau européen également, pour que les gérants qui se lancent dans cette aventure fassent les choses de manière correcte et en compliance, c'est un grand mot chez nous, avec les règles, voilà, pour que ce soit fait correctement, sans mis-selling, sans cacher les risques, etc., etc. Ça fait plusieurs années, toi, que tu travailles à la démocratisation du capital investissement ou du non-coté de manière plus générale. Est-ce que tu as vu chez les autres membres du non-coté un changement d'approche, un changement de discours par rapport à quand tu t'es lancé? Et aujourd'hui, est-ce que ça intéresse plus de monde aujourd'hui, par exemple, les investisseurs retail? Oui, c'est vrai qu'au départ, on était, comme je le disais, un peu en terre inconnue, donc les gens regardaient ça avec circonspection, Bien sûr, pour dire les choses poliment, on était un peu étonnés, parce qu'aussi on avait l'habitude de travailler avec des institutionnels, donc c'était un changement de la manière dont on lève les fonds, dont on les structure, etc. C'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de pédagogie chez France Invest, pour faciliter la vie des gérants, pour que ceux qui s'étaient lancés parmi les premiers partagent leur expérience, disent un peu où sont les grains de sable, ce qui fonctionne,
comment on le fait de la manière la plus efficace. Et puis aujourd'hui, ça se développe gentiment. Il y a quand même pas mal de produits qui ont été lancés sur le marché. Il faut quand même aussi, si on prend un peu de recul sur le contexte, dire que le monde institutionnel est plus compliqué depuis 2022. Il y a une crise de liquidité. Il y a beaucoup moins d'argent aujourd'hui chez les investisseurs institutionnels qu'il pouvait y en avoir dans la décennie précédente. Donc, ça pousse par nécessité, les gens regardent quand même un peu ce qui se passe parmi la clientèle privée. Et une fois de plus, c'est là l'avantage de la diversification. Plus on diversifie sa base investisseur, plus on pérennise son activité dans nos métiers. Et pour finir, si demain, un fonds de capital investissement, ou plus largement un fonds de non-coté, qui n'a pas encore passé le pas de s'ouvrir à une clientèle retail ou des investisseurs retail, a envie d'y aller, c'est quoi les étapes ou les démarches ? Déjà, il faut se demander ce qu'on veut faire, parce qu'aujourd'hui, le marché s'est développé, il y a des propositions très différentes qui sont disponibles. Est-ce qu'on veut faire des fonds nourriciers qui sont toujours sur un modèle de fonds fermés, classique, sans liquidité, plutôt à destination de la clientèle avertie ou fortunée? Est-ce qu'on veut se lancer dans le retail grand public, avec plutôt des structures evergreen qui fonctionnent quand même différemment, avec des circuits de distribution aussi un peu différents? Moi, je conseille quand même aux gérants qui veulent se lancer d'être bien accompagnés. C'est un monde nouveau par rapport au monde classique institutionnel, où il faut avoir des avocats quand on va structurer les fonds et des conseils qui connaissent déjà ce type de produit, qui ont déjà eu à obtenir des agréments auprès des régulateurs, qui connaissent ce que le régulateur aime bien ou ce que le régulateur n'apprécie pas. Voilà, sachant qu'une partie de la réglementation et parfois une doctrine n'est pas écrite, donc il faut connaître les usages d'une certaine manière. On ne peut pas se lancer comme ça juste en lisant les textes de loi avant la réunion. Il faut bien comprendre dans quelles enveloppes d'épargne on va essayer de lever de l'argent, comment elles fonctionnent, quel est aussi leur cadre réglementaire, à quel distributeur on va s'adresser. Et puis, je pense qu'il faut avoir des équipes commerciales qui sont aussi spécialisées dans cet univers du wealth, si on veut être efficace, et pas forcément tenter de répliquer ce qu'on faisait dans le monde institutionnel, parce qu'une fois de plus, c'est un monde qui est différent, qui fonctionne différemment. Ce sont des réseaux, des manières de faire qui sont différentes du monde institutionnel. Donc, il faut comprendre qu'il faut travailler différemment avec des personnes qui ont parfois des profils moins classiques historiquement dans nos maisons. Oui, donc c'est pas si simple en fait, c'est une structuration un peu d'équipes différentes, une organisation différente aussi. On ouvre quelque part une nouvelle activité si on va vers les investisseurs retail. Une fois de plus, ça fait quand même 5-6 ans que ça a démarré, il y a pas mal de maisons qui se sont lancées. Tout ça est en train de se structurer, de se standardiser. Les profils maintenant, ils existent, ils sont bien identifiés, on sait quel type de compétences on recherche et on va essayer de recruter pour se lancer dans l'aventure. Donc on arrive quand même à maturité maintenant dans cette démocratisation. Merci Guillaume de nous avoir accompagnés sur ce podcast France Invest. Je rappelle que tu es administrateur de France Invest, mais aussi managing partner Apax by 72. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast France Invest.